Bonjour à tous, je vous propose de commencer. J'espère que la keynote s'est bien passée. J'ai pas pu y être présent, mais apparemment on m'a fait des bons retours. J'espère que vous avez apprécié. J'ai un tout petit souci technique. Si je croise les doigts pour qu'il se résolve. S'il se résout pas, on est un petit peu mal puisque c'est la base de toutes mes démos. Mais on va essayer de croiser les doigts. Aidez-moi, faites qu'Internet remarche et ça ira très bien. Donc on va parler, si tout va bien, de déploiement continu, de test en production, d'auto-scaling et dans une moindre mesure de workflow métier. En fait, on va parler d'un certain nombre de pratiques qui sont disponibles aujourd'hui grâce aux environnements cloud, grâce aux différents fournisseurs cloud qui existent sur le marché. Comme vous le constatez peut-être si vous reconnaissez le petit logo à droite et si vous regardez cette slide, je ne travaille pas pour Google, je ne travaille pas sur les technologies Google à la base, mais plutôt sur les technologies Microsoft. Alors je remercie encore chaleureusement les organisateurs d'avoir accepté de speaker ici. Le jeu, c'est de vous parler de pratiques qui existent dans le cloud de manière générale en prenant l'exemple d'Azure. Azure qui est donc le cloud, la plateforme cloud de Microsoft qui vous permet d'héberger notamment des applications web, mais énormément de choses complémentaires également. Donc, je m'appelle Benjamin Talmar, je suis évangéliste dans une équipe d'une dizaine de personnes. On a notamment en charge l'évangélisation d'Azure. On aime beaucoup le terme évangéliste, conseiller technologique en français. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous souhaitez en savoir plus sur Azure et sur ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je vous propose de passer tout de suite aux démos, donc c'est à ce moment-là où il vaudrait mieux que ça ait marché. En l'occurrence, j'ai encore un petit souci, donc on va essayer de le résoudre ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'une application web, que je vais réaliser pour le premier exemple sur un langage que vous connaissez certainement mieux que moi, que vous utilisez peut-être en production, qui est le langage Go. Donc qui utilise Go dans la salle pour ses applications web. Ah, il y a beaucoup moins de mains que ce que je pensais. Ok, donc c'est pour le clin d'œil, ça y est, c'est en train de remarcher, tout va bien, ça va arriver. C'est pour le clin d'œil, l'utilisation de Go. Prenez votre langage web de prédilection en mémoire. On va tout à l'heure faire un petit peu de Node.js qui correspond certainement un petit peu plus à ce que vous faites. Le but du jeu ici, c'est de prendre une application web, quelle qu'elle soit. Donc je vais prendre un exemple, un Hello World en Go, et je vais tout de suite le récupérer sur mon PC. Je vais le récupérer ici. Donc c'est peut-être la seule démo sur Windows 10. Non, normalement, vous aurez une autre session avec Windows 10 dans la journée. Et je vais récupérer le code source de mon application. À partir de là, super, Internet est revenu correctement. Tout va bien, tout va bien. Donc je vais récupérer mon application et je vais l'ouvrir avec un outil qui s'appelle Visual Studio Code. Alors ne prenez pas peur. C'est pas le Visual Studio que vous avez appris à détester ou que vous avez utilisé parce qu'on vous a forcé. C'est pas le full Visual Studio, l'IDE qui est utilisé en .NET, mais c'est bien un éditeur de code qui est beaucoup plus proche de ce que vous utilisez certainement, beaucoup plus proche d'un Sublime Text par exemple. Ça va proposer la coloration syntaxique, ça va proposer quelques éléments de debug. Ce genre de choses, l'intégration avec Git et tout ce qui est nécessaire finalement pour développer son application web sans avoir besoin de tout un attirail complémentaire et d'assistants à droite à gauche. Donc ici j'ai le code de mon application, rien de bien très compliqué, c'est vraiment un Hello World classique que j'ai récupéré, alors un petit peu plus qu'un Hello World, mais ne me demandez pas beaucoup plus, j'ai aucune compétence en Go. Donc ce que je vais faire pour me rapprocher un petit peu plus d'un projet réel, c'est que je vais créer tout de suite un repository GitHub qui va représenter le repository de mon équipe par exemple et qui va me servir pour faire ce qu'on va appeler du déploiement continu. Donc l'enjeu, ça va être à chaque fois que DevFest, je peux pas faire deux choses en même temps en fait. À chaque fois que je vais pousser une nouvelle version de mon code dans GitHub, ce code va automatiquement être déployé sur mon environnement
de production ou alors un environnement de développement, mais en tout cas automatiquement déployé chez mon hébergeur sur mon fournisseur cloud. Je vais utiliser un repository public pour ne pas prendre dans mon quota de repository privé, mais ça marcherait exactement de la même façon. À partir de là, je vais tout simplement récupérer, alors j'ai un petit peu la flemme, je suis développeur à la base, je vais copier-coller la façon de faire mon Git remote. CD go, voilà. Tac. Je vais configurer mon Git remote qui existe déjà, bon très bien. Je vais recommencer parce que je pense que c'est mon exemple, mon test de tout à l'heure. Tac, c'est reparti. Un petit clone. Il n'a pas voulu le supprimer. Un clone, CD. Tac. Très bien, mais l'origine était déjà configurée. Est-ce que des experts Git peuvent me dire pourquoi il me fait ça? Ok, alors on va faire différemment. Ok, excusez-moi pour le contretemps, c'était certainement ça, effectivement. Le repository que j'ai récupéré, l'exemple que j'ai récupéré sur GitHub, devait certainement avoir le remote déjà configuré sur le projet où j'ai récupéré mon exemple. Mais je vais maintenant utiliser mon propre repository d'équipe que je vais utiliser pour mettre en place mon déploiement continu. Alors mon déploiement continu vers quoi? En l'occurrence, je vais utiliser Azure, mais ça pourrait être n'importe quel autre fournisseur de cloud que vous connaissez, que vous utilisez. Alors Azure, ça se présente comme ça. Vous avez, je vais zoomer un petit peu, vous avez une influence qui est pas cachée du tout par rapport à Windows et ses tuiles, ses gros carrés. Mais nous, on va se concentrer plutôt sur, non pas l'ensemble des fonctionnalités que vous allez pouvoir trouver dans Azure, mais sur une fonctionnalité qui s'appelle Web App. Cette fonctionnalité de Web App, c'est, comme son nom l'indique, la possibilité d'héberger des applications web. Alors, je vais vous détailler un petit peu plus une fois que j'aurai rentré les différents paramètres nécessaires pour que ma Web App soit créée. Je vais notamment indiquer dans quelle ressource groupe je veux déployer. C'est un ressource groupe que j'ai déjà créé avant la présentation, qui est simplement un groupement logique de différents services sur Azure. Et je vais lui indiquer dans quelle région, sur quel emplacement géographique je vais me déployer. Donc là, j'ai accès, pour information, on ne voit pas la liste ici, je vous la remontrerai tout à l'heure, mais j'ai accès à 24 régions aujourd'hui partout dans le monde. Ça passe par l'Europe, Dublin, Amsterdam, jusque bien sûr les États-Unis, jusqu'à l'Inde, le Canada bientôt, etc. Donc pendant que le déploiement est en train de s'effectuer, je vous explique ce qui se passe. J'ai des serveurs qui sont prêts à être utilisés sur mon fournisseur de cloud. Et là, il est en train de récupérer un des serveurs du pool de serveurs disponibles et il est en train de mettre en place tous les éléments réseau nécessaires pour pouvoir router les utilisateurs vers ce serveur. Par contre, j'ai créé simplement une coquille vide et c'est pour ça que c'est allé aussi vite que ça. Pour l'instant, je n'ai pas réellement d'application, j'ai encore rien déployé. J'ai simplement une coquille vide qui va me permettre de configurer un certain nombre de paramètres et de pousser mon code. Donc je vais pouvoir pousser mon code de plein de façons différentes. Je peux pousser du code en FTP, je peux pousser du code en Git, et je peux pousser du code également via un déploiement continu, en l'occurrence via GitHub. Ça se fait dans déploiement continu, juste ici, où je vais pouvoir choisir une source de mon déploiement. Alors j'ai pas mal de choix disponibles. Je vais aller sélectionner GitHub.
Et il est en train de contacter ici mon compte GitHub sur lequel je me suis déjà prélogué. C'est pour ça qu'il a retrouvé mes informations. Il est capable de me récupérer mes différents projets. Donc, sauf erreur de ma part, voilà, c'est DevFest Benjat que j'ai utilisé. Et il me demande quelle branche utiliser. Donc à chaque fois un nouveau commit, un nouveau push plutôt, va être fait sur mon repository GitHub, GitHub va envoyer un signal, un hook, un webhook à Azure qui va récupérer le code et me déployer la nouvelle version du code. Donc pour l'instant, il ne peut rien se passer puisque sur mon repository GitHub, j'ai encore rien de disponible, mais je vais faire mon git push. Oups. Un git push sur l'origine de ma branche master. Il me demande mon login et mon mot de passe. Et à partir de là, je vais normalement voir du code, voilà, du code qui a été déployé sur GitHub. Et si je retourne sur mon interface, dans quelques secondes, je vais avoir un premier déploiement qui va être automatiquement généré sur mon application web. Le temps de rafraîchir la fenêtre. Voilà, vous voyez qu'un premier commit a été poussé, c'était mon initial commit. GitHub a signalé à Azure que j'avais une nouvelle version de mon code. Et là, Azure a récupéré mon code et est en train de faire tous les éléments nécessaires pour faire tourner mon code. Alors, dans le cas de Node, j'aurais eu mes npm install, j'aurais eu mes tâches grunt, bref, différentes choses qui sont nécessaires pour préparer mon code pour le faire tourner en production. Alors en attendant que ça se passe, je vais vous détailler quelque chose que je ne vous ai pas indiqué tout à l'heure. À chaque web app correspond une URL. Si j'ouvre cette URL, pour l'instant, je risque de ne pas avoir grand-chose. Voilà, j'ai simplement une page d'accueil qui m'invite à déployer mon code. Et dans quelques secondes, je devrais avoir normalement la version de mon code que j'ai déployé. J'ai un certain nombre de paramètres que je peux déclarer sur une web app. Alors, les différentes versions des différents frameworks que je peux utiliser. Là, il y en a simplement une sélection. Il y a certains frameworks comme Go justement ou comme Node.js qui se configurent seulement par configuration et pas via le portail. Mais on peut aller choisir sa version de PHP, sa version de Java, sa version de Python si vous faites du Django, bien sûr sa version de .NET. On va ici configurer les sockets, on va configurer des chaînes de connexion, des valeurs de variables d'environnement, etc. Et on va pouvoir bien sûr customiser également l'URL de son application web. Pour l'instant, c'est pas forcément très sympa, c'est un .azurewebsites.net. C'est très bien pour les tests, mais en production, vous allez bien sûr pouvoir mettre votre nom de domaine, vos certificats SSL, etc., etc. Donc je vais aller retourner pour voir si mon déploiement a été effectué. Voilà, en théorie, le déploiement est actif. Donc là, si je rafraîchis ma page, j'ai bien mon Hello World Go qui s'affiche à l'écran. Donc, c'est sympa, pour l'instant j'ai fait un déploiement, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ça se passe si on fait un changement, si le déploiement continu est bien en place. Alors pour ça, je vais me risquer d'aller modifier quelque chose dans un langage que je ne maîtrise pas, mais jusque-là, normalement, je devrais y arriver. Je modifie le titre de mon application. Update title. Je commit. Je vais aller pousser ici directement en ligne de commande. Je dois redonner mon login mot de passe. Le code a été poussé et en théorie, dans quelques secondes, j'aurai bien mon application qui va être modifiée, un refresh et ça suffira. Donc en attendant, on ne va pas attendre les quelques secondes nécessaires, on va passer au scénario suivant. Le scénario qui consiste à dire j'ai une nouvelle version de mon application mais je n'ai pas envie de la pousser tout de suite en production. J'aimerais bien avant pouvoir la tester, mais pas forcément la tester en interne. J'ai déjà fait mes tests, mes premiers tests, mes tests unitaires sont passés, j'ai fait quelques tests moi-même, mais je vais demander aux personnes qui sont les plus à même de tester mon application, c'est-à-dire à mes utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le test en production. C'est des choses que font tous les jours les Google, les Twitter, les Facebook, les Microsoft. C'est de dire X% de mes utilisateurs vont aller taper sur la nouvelle version de mon application et le reste continuera à taper la version de production.
Et globalement, on va mesurer en faisant ça si jamais on a plus d'erreurs dans les logs, si on a plus d'appels au service client, si vous avez un service client ou ce genre de choses, pour valider que la nouvelle version qui a été publiée correspond bien aux attentes. Donc pour faire ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont directement intégrés dans ma web app. Et en l'occurrence, le premier mécanisme, c'est l'emplacement de déploiement, en anglais deployment slot. Je vais pouvoir, sur une même web app, avoir plusieurs emplacements de déploiement. En fait, un certain nombre de sous-sites, de sous-web apps qui vont me permettre de déployer d'autres versions de mon application. Donc ici, alors j'aurais dû le faire un peu plus tôt, je vais pouvoir choisir d'appeler mon environnement de déploiement dev. C'est une chaîne de caractères, je l'appelle comme je veux. On peut réserver pour une version de développement, une version de staging, même si je crois que le terme staging est plus utilisé depuis les années 80. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dans quelques secondes, mon environnement de déploiement va être créé. Voilà, c'est déjà fait. Et va me permettre de mettre en place une autre méthode de déploiement. Peut-être que je vais faire du déploiement continu depuis une autre branche de mon code sur GitHub. Ou peut-être que je vais déployer cette fois par Git sans passer par GitHub, parce que je veux vraiment déployer ma version de développement local. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici. Et je vais le faire cette fois en prenant alors complètement un autre exemple. Imaginons que c'est une nouvelle version de la même application, mais moi je vais prendre une autre application qui consistera plutôt en une application Node.js Express, My App, DevFest. Voilà, j'ai créé une nouvelle application que je vais aller ouvrir dans Visual Studio Code. De la même manière. Et là, j'ai bien également un support, une coloration syntaxique qui va bien avec le Node.js. Alors, j'ai des fonctionnalités supplémentaires aussi sur Node.js que je n'ai pas forcément dans Go, comme le debug. On va pouvoir débugger en local une application Node.js de manière vraiment très simplifiée. Et je vais tout de suite créer mon repository Git. Puis, je vais configurer mon remote, cette fois, non pas vers GitHub, mais directement sur mon application web. J'ai un repository Git directement dans ma web app que je vais pouvoir retrouver quelque part. Une fois que j'aurai défini que je veux déployer via Git, au lieu de GitHub comme tout à l'heure, je vais choisir Git. Il va me mettre en place mon repository et normalement, il me l'a affiché ici. Alors, j'ai un petit bouton copier-coller qui a disparu. Ah, j'ai fait planter le portail. Stop. Un script qui s'était perdu. Est-ce que j'ai bien copié? Oui. Je vais effectuer mon git remote. Voilà, et je vais pusher la nouvelle version de mon application directement, si vous me suivez, directement sur l'environnement de déploiement que j'ai configuré comme étant ma version de développement. J'ai besoin cette fois de lui déclarer le mot de passe que j'utilise sur Azure, qui est normalement celui-là. Et même principe que tout à l'heure, je devrais avoir dans quelques secondes, une fois qu'il aura copié mes différents fichiers, qu'il aura généré un petit web.config. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais mes environnements, mes web apps, il se trouve qu'ils tournent sur Windows. Chose qui n'est pas forcément embêtant, puisqu'on a le support de Node.js, on a le support de Go, on a le support de PHP, etc. On a tout ce qu'il faut pour pour héberger son application web, quel que soit le langage qu'on utilise. Il y a certains cas un petit peu extrêmes sur lesquels c'est bien de savoir qu'on est sur Windows quand même, puisqu'il peut y avoir certaines différences dans certains points.
Mais généralement, c'est quelque chose qu'on ne voit même pas, puisque mon application, je ne vais jamais aller sur le serveur qui héberge mon application. Je ne vais jamais aller gérer les backups moi-même, les mises à jour de Windows ou les mises à jour de telle version de Node.js, etc., etc. Tout est géré automatiquement par la plateforme. On est sur un service cloud de type Platform as a Service. Donc, vous voyez ici mon commit qui a bien été poussé sur ma nouvelle version de mon application, qui est ici ma version dev. Et si je vais sur l'URL qui a été générée avec le préfixe -dev, je vais pouvoir normalement dans quelques secondes, une fois qu'il aura initialisé mon environnement, c'est la première requête, elle met toujours un petit peu plus de temps que les autres, je vais pouvoir avoir la deuxième version de mon application qui est le Hello World en Express. J'ai rien inventé là non plus, c'est simplement le site qui est généré par défaut. À partir de là, j'ai donc deux versions de mon application. La première, qui est sur l'URL de production, et la seconde qui est sur une URL qui correspond à mon emplacement de déploiement de développement. Là, excusez-moi, je ne peux pas zoomer, mais c'est la même URL-dev concrètement. Le principe, je reviens en arrière, pourquoi j'ai commencé à faire tout ça? Pour mettre en place du test en production. Je vais devoir dire à Azure, en l'occurrence, de rediriger X% de mes utilisateurs vers ma nouvelle version, et le reste vers ma version actuelle, on va dire. Et pour ça, j'ai une fonctionnalité qui me permet de le faire automatiquement, qui est ici, qui est le routing de trafic. Alors tout ça, je le fais de manière graphique. Je ne veux pas que ça vous choque. On peut tout faire de manière en ligne de commande si vous le souhaitez. On peut bien sûr tout automatiser. C'est plus sympa en démo d'avoir un petit peu de visuel quand même. Mais bien sûr, tout ça est automatisable et tout ça est scriptable. Et là, le principe, c'est de dire, c'est aussi simple que ce que j'ai décrit. Je veux que 5% de mes utilisateurs aillent sur ma version de développement. Le reste, donc les 95% restantes, je zoome encore un peu, les 95% restantes iront sur ma version de production. Alors pour qu'il y ait plus de chances que ça fonctionne, je vais passer plutôt sur du 99.1. Et si je vais sur mon URL de production, j'aurai 99 chances sur 100 de tomber sur ma version de développement. Alors généralement, quand je dis ça, je tombe forcément sur le 1% restant, mais on va croiser les doigts, c'est bon, je suis bien tombé sur les 99%. J'ai donc mon URL de production qui affiche ma version de développement. Alors là, je le fais de manière très simple. Dans la vraie vie, on va commencer par 5%, on va monter à 10%, etc. On va aller de manière incrémentale. Tout ça est configurable. Mais une fois qu'on a terminé ces tests, qu'on a évalué que la version de développement est satisfaisante, on va pouvoir swapper les deux environnements de manière définitive. On va pouvoir échanger les environnements de manière définitive pour passer le développement en production. Et ça, l'avantage d'une plateforme de cloud, c'est qu'on va pouvoir le faire. Alors il me dit que c'est pas sauvegardé, mais en fait c'est sauvegardé, c'est un petit bug d'interface. On va pouvoir le faire de manière automatique et très rapide. Il suffit d'utiliser la fonctionnalité de swap et je vais passer ma production sur la version de développement. Ça va prendre quelques secondes pendant lesquelles on va pouvoir constater que ça n'a pas marché. Bon, il y a certainement une très bonne raison qui s'affichera quand les logs auront voulu s'afficher. Mais vous comprenez le principe, on swap de manière très simple les environnements. Ok, donc là, j'ai donc ma web app qui est prête, mais de plus en plus, on va éviter d'avoir une web app, une application web monolithique, et on va raisonner de plus en plus en microservices. Alors potentiellement en microservices et après en conteneur avec Docker et le cluster Swarm, etc., etc. Mais là, on ne va pas aller jusque-là. On va plutôt raisonner en microservices en utilisant un certain nombre d'API que l'on va réaliser soit pour des besoins internes, par exemple une API pour prendre une commande, une API pour générer une facture, une API pour faire ceci, faire cela. Bref, on va découper son application en plein de microservices de cette façon. Et on va également utiliser de plus en plus des API externes, des services externes. Donc soit des services qui ont été développés et déployés par d'autres personnes dans votre organisation, ou alors des services comme Salesforce si on veut faire du CRM, comme Gmail ou Office 365 si on veut faire du mail, etc., etc. Bref, des services tiers.
Donc ça, on va pouvoir le réaliser dans Azure. On va pouvoir découper son application de la sorte avec une fonctionnalité qui s'appelle tout simplement API App. API App, je vais la retrouver et je vais pouvoir créer une API App de la même manière que j'ai créé une web app tout à l'heure. Je vais lui indiquer un certain nombre de champs comme le nom de l'API, l'emplacement où je vais stocker cette API, et je vais pouvoir ensuite déployer automatiquement ou non le code source de mon API. Mais, alors j'ai cliqué droit avant de cliquer gauche, donc il est perdu. Mais ce que je vais faire, plutôt que de déployer ma propre API, je vais utiliser un modèle d'API déjà existant sur Azure, un modèle d'API qui a été développé en l'occurrence par Microsoft, mais pour des services tiers, pour des services externes. Et je vais utiliser deux services. Le premier, ça va être Twitter, que vous connaissez normalement tous, mais également un autre service que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Twilio. C'est un service qui permet notamment d'envoyer des SMS. Et je vais rendre disponibles ces deux fonctionnalités directement dans mon application sans avoir à développer tout le code source nécessaire pour attaquer l'API de Twitter ou attaquer l'API de Twilio. Je vais utiliser un modèle que je vais déployer directement dans une API app et que je vais pouvoir utiliser dans mon application. Donc je vais vous les montrer puisque j'ai un peu triché, je les ai créés tout à l'heure. Je vais vous montrer ces deux API app. S'il veut bien. Ok, donc ces deux API app, elles sont ici, mon connecteur Twitter et mon connecteur Twilio. Donc l'avantage, c'est que j'ai pu indiquer directement à la création de ces API quelles sont mes clés, ma clé d'API Twitter, ma clé d'API Twilio, et j'ai déjà préconfiguré tout ça, et je ne vais pas avoir besoin de le faire au moment du développement. Donc une fois que c'est fait, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais pouvoir utiliser le code de ces API directement depuis mon application, ou alors je vais pouvoir créer un workflow. Je vais pouvoir créer un workflow métier me permettant d'appeler ces API les unes après les autres. Ce workflow métier, c'est une fonctionnalité que je vais pouvoir retrouver ici qui s'appelle LogicApp. Cette fonctionnalité de LogicApp, c'est la création de workflows à état sur lequel je vais définir des déclencheurs. Donc par exemple, un déclencheur qui va utiliser directement Twitter pour aller récupérer les différents tweets correspondant à un mot-clé, ou alors un déclencheur qui va récupérer tout nouveau fichier que je vais déployer sur un compte Dropbox, ou alors à chaque enregistrement dans ma base de données, je vais pouvoir déclencher mon workflow, et je vais ensuite pouvoir réaliser un certain nombre d'actions. Alors il n'y a plus rien qui marche. Je crois que j'ai reperdu Internet, mais on va recharger. Allez, en attendant que ça revienne, il y a une autre notion que je vous ai pas... on laisse pour l'instant, on met entre parenthèses la partie workflow, sur lequel j'aimerais vous montrer la possibilité de récupérer des messages sur Twitter de manière automatique, et à chaque nouveau message, de m'envoyer un SMS sans avoir écrit la moindre ligne de code. Donc le but du jeu, c'est de déclarer finalement le workflow. C'est un langage qui utilise JSON. Donc on va avoir une interface graphique pour le faire de manière graphique, mais on va pouvoir également le déclarer en JSON avec une fonctionnalité qui s'appelle Swagger, que vous connaissez certainement si vous utilisez des API REST. Donc chaque API que je vais utiliser va diffuser ses metadata Swagger pour que Azure soit capable, donc l'environnement de cloud, soit capable de savoir ce que va faire l'API et quelles seront les entrées et les sorties propres à chaque méthode de l'API. Donc ce qui va être intéressant une fois qu'on a fait ça, c'est de pouvoir sur son application, mais scaler à la demande. Donc je ferme la parenthèse workflow et j'évoque une notion qui est rendue possible avec les environnements cloud depuis quelques années, qui était beaucoup plus compliquée avant, c'est de pouvoir être flexible, de pouvoir être agile et de répondre à la charge des utilisateurs de manière dynamique. Donc je m'explique. Tout à l'heure, j'ai créé une web app. J'ai pas donné d'informations sur les différents serveurs qui étaient nécessaires pour faire tourner ma web app.
par défaut, il m'a créé un serveur de taille plutôt petite d'ailleurs. Il a créé un petit serveur qui héberge mon application web. Mais ce que je vais pouvoir configurer quand j'ai accès au portail, c'est la possibilité de dire à Azure, au fournisseur de cloud, crée-moi de nouveaux serveurs à la volée dès que j'ai une charge plus importante sur mon application. Ou inversement, dès que la charge de mon application descend, diminue le nombre de serveurs. Mais récapitulons les différentes fonctionnalités que je vous ai soit montrées, soit décrites, excusez-moi. Ces fonctionnalités, j'en ai parlé de 3 ici, qui sont 3 fonctionnalités d'app service. L'hébergement d'applications web, et c'est des choses que vous retrouvez encore une fois chez tous les fournisseurs de cloud. L'hébergement d'applications web sur un modèle PaaS, Platform as a Service, qui va me permettre de ne pas avoir à gérer moi-même l'infrastructure, les serveurs nécessaires pour faire tourner mon application. Tous les éléments réseau, les load balancers, les mises à jour, etc. Tout ça va être géré par le fournisseur. Je vous ai parlé des API Apps, qui sont finalement des web apps qui me permettent d'héberger des API REST, donc d'héberger soit du code interne, soit d'appeler des services externes. Donc c'est là où j'aurais aimé vous montrer Twitter et Twilio. Et des Logic Apps qui vont me permettre de manière graphique de composer les différentes briques de mon application et de pouvoir mettre en place des workflows métiers, donc qui sont des workflows à état qui peuvent potentiellement être hautement disponibles, c'est-à-dire que si la machine qui est en train d'exécuter le workflow est en train de tomber, automatiquement le travail du fournisseur de cloud, le travail d'Azure en l'occurrence, c'est de vous remettre une autre machine qui va reprendre le workflow là où vous l'aviez laissé. Donc c'est ça, Azure App Service, c'est grâce à ce genre de fonctionnalités que les fournisseurs de cloud aujourd'hui vont vous permettre d'avoir des fonctionnalités et des services avancés comme le déploiement continu, le test en production, l'autoscaling. Donc là, je vous ai montré la première partie de ce que serait une architecture applicative à base de services PaaS. Donc finalement, je vous ai décrit une application web à base de microservices. Mais ce qui est intéressant également, c'est que vous allez retrouver chez ces fournisseurs des services complémentaires. J'avais aucune notion de base de données dans mon application, mais j'aurais pu demander sur Azure ou chez un autre fournisseur une base de données SQL, une base de données NoSQL et connecter mon application web à ces différents services externes. Si je voulais aller plus loin, j'aurais pu utiliser un service d'authentification. Alors chez nous, il s'appelle Azure Active Directory et il nous permet de se connecter à Facebook, au compte Facebook, au compte Twitter, au compte Microsoft potentiellement, à faire de l'OAuth sans que vous ayez à écrire la moindre ligne de code en rapport avec OAuth. Si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires, il y a toujours la brique, la fonctionnalité, le service chez vos fournisseurs de cloud qui répondent à une brique applicative. Si vous voulez envoyer des emails, plutôt que d'écrire vous-même ou d'utiliser vous-même, de gérer un serveur SMTP, utilisez un service fini, un service de plus haut niveau qui est capable d'envoyer de l'email. Donc chez nous, on a un partenariat avec 2 fournisseurs, ça s'appelle SendGrid et MailJet. Vous pourriez utiliser d'autres services comme Mandrill ou ce genre de choses. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'à chaque besoin applicatif, sa solution, son service, plutôt que de réinventer la roue et de créer soi-même, de gérer ses serveurs et de réinstaller les logiciels nécessaires pour faire ceci ou pour faire cela. Du CDN potentiellement pour accélérer l'expérience du visiteur en rapprochant un certain nombre d'assets de l'endroit où il se trouve. Du cache, pourquoi pas avec Redis, on a un partenariat avec Redis, en tout cas on utilise Redis qui est open source dans notre service de cache pour permettre d'accélérer l'accès aux informations plutôt que d'aller utiliser la base de données directement. Et si on veut aller encore plus loin, quelque chose, je reviens au thème principal de la session, quelque chose qui était extrêmement compliqué à faire dans le monde, je vais dire dans le monde réel, mais qui est très simple à faire dans un environnement cloud, c'est de mettre en place ce genre de mécanisme où on va pouvoir rediriger les utilisateurs vers telle ou telle version de son application, mais potentiellement même sur des data centers différents, potentiellement sur des continents différents.
Et si moi, utilisateur, je me connecte ici depuis Nantes, je vais avoir accès à l'application qui sera stockée potentiellement à Amsterdam, qui est en termes réseau certainement le data center le plus proche, à moins que ça soit Dublin, c'est à peu près kiff-kiff. Mais si j'ai un utilisateur à New York qui se connecte sur mon application, potentiellement, il va utiliser un data center qui se trouvera aux États-Unis. Donc ça peut être mis en place pour des data centers sur Azure, 2 data centers sur Azure, mais je peux aussi dire, je veux avoir ma production sur Google App Engine et ma version de backup sur Azure, ou inversement, et dire que si jamais tel data center est tombé, pour une raison ou pour une autre, automatiquement mes utilisateurs vont être redirigés. Donc ça, c'est le genre de fonctionnalités, comme toutes celles dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui sont possibles maintenant en un claquement de doigts pratiquement, pour mettre en place des choses qui étaient très difficiles avant. Alors bien sûr, ça impose un certain nombre de contraintes ou de mécanismes à mettre en place quand on commence à faire ça, et notamment la difficulté, elle est au niveau de la synchronisation des données, mais c'est des choses qui se font plutôt bien. Je vais laisser un petit peu de temps pour les questions si jamais il y en a. Je vous ai mis un certain nombre de ressources si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. J'ai mis les différents Twitter de l'équipe ici. Si jamais vous voulez en apprendre plus spécifiquement sur Azure cette fois et pas forcément sur les pratiques cloud de manière générale, n'hésitez pas à faire un tour à l'Azure Tour. Le 7 décembre, on a un gros événement où des développeurs de l'équipe Azure viennent parler à Paris. Donc n'hésitez pas, il y a encore normalement quelques places.